Merci Jacques pour cette présentation. Merci à toute l'équipe de l'ICES de m'avoir invité à ces magnifiques journées. C'est un peu frustrant pour moi d'avoir que 20 minutes parce que j'ai calculé, j'ai à peu près 3h30 de choses à dire depuis hier matin pour répondre à ce qui a été dit, pas dit, confusionné, etc. Et effectivement, toute ma vie a été consacrée à ça. Donc, j'ai quelques heures de vol. Et puis, désolé, mais je ne suis que médecin dans ce congrès de juristes. J'ai fait 150 000 consultations. J'ai accompagné 6 000 malades jusqu'à leur dernière seconde seulement. Et j'en suis pas particulièrement fier, mais c'est pour dire que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est du vécu, du pensé. Et on m'a demandé, et je ne pensais pas que j'enchaînerais avec l'hydre d'eau douce, où j'ai appris d'ailleurs que les mots du biologiste ce ne sont pas les mots du médecin. On va voir dans un instant que les mots du juriste ne sont pas les mots du psychologue et ne sont pas les mots du clinicien. Les logiques des mots employés sont quelquefois très différentes. On m'a piégé en me demandant, mais j'étais d'accord, hein, en me demandant de parler de l'intention. Et donc, comme je suis dans un congrès de juristes, j'ai commencé par aller voir mon cornu. Page 562, les juristes connaissent ce dictionnaire du vocabulaire juridique. Qu'est-ce que c'est l'intention? C'est la résolution intime d'agir dans un sens. C'est ce que je veux faire, quoi, en gros, en français sous-titré, qui, en fonction du but qui la qualifie, qui est souvent retenu comme un élément constitutif d'un acte, parfois comme critère d'appréciation de sa licéité. Nous voilà dans un colloque de droit. Qu'est-ce que je veux faire quand j'euthanasie quelqu'un ou quand je le sédate? C'est la question qui m'est posée aujourd'hui. Mais avant ça, 2 secondes sur le sens des mots. La première victoire des pro-euthanasiques, contre lesquels je me bats depuis 35 ans, c'est de nous avoir fait parler toute la journée d'AMM, au Canada, nos amis canadiens, d'AAM, mais c'est une première victoire. Quand j'ai été invité par Firmin Lobaudot à un dîner privé de travail avant l'ouverture de la manipulation citoyenne, j'y reviendrai, que vous appelez convention citoyenne, Firmin Lobaudot, on s'est engueulé toute la soirée, parce qu'à chaque fois, elle disait « aide active à mourir », je disais « non madame, euthanasie ou suicide assisté ?» Elle dit « non, je ne dirais pas euthanasie ». Oui, non, mais moi, je dirais euthanasie, suicide assisté. L'aide active à mourir, ça ne veut rien dire. L'aide active, une aide, c'est toujours active. L'aide à mourir, ce n'est pas un soin. Donner la mort n'a jamais été un soin. Donc l'aide active à mourir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et tout notre travail depuis des années, c'est de lutter contre ça. Mais c'est la première victoire des pro-euthanasiques d'avoir réussi à infiltrer cette expression qui ne veut rien dire dans le vocabulaire français médical. Le sens des mots, je vous renvoie de saine lecture et Pascal Favre va vous en parler dans un instant également. Commençons par l'euthanasie, qui n'existe pas dans le code pénal. Mais avec Patrick Verspieren, qui a publié ça à 30 ans, c'est l'acte d'un tiers, hein, il y a un auteur et après il y a un défunt. Délibéré, l'intentionnalité primordiale, ça fonde notre culpabilité éthique et notre culpabilité pénale, qui entraîne, c'est une conséquence sûre, la mort qui est irréversible, même pour l'hydre d'eau douce. Et c'est un malade dont on parle, parce que l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort de l'autre, c'est un homicide. On dit euthanasie parce qu'on sous-entend qu'il est très malade. Même d'ailleurs plus maintenant, puisque vous savez qu'on peut euthanasier des gens qui ne sont pas malades. Passons. Ça, c'est notre base clinique, éthique pendant 30 ans. Verspieren a publié ça en 1985. J'ai représenté la France sur les questions d'euthanasie à la Commission européenne. C'est ce que j'ai présenté à tous les ministères de la Santé qui étaient réunis ce jour-là, journée mémorable. J'ai publié ça de nombreuses fois, d'autres également. Ça, c'est la définition de l'euthanasie. L'acte d'un tiers délibéré qui entraîne la mort d'un malade. Je tue quelqu'un. Arrêtons de nous cacher dans notre petit doigt et de prendre des circonvolutions. Et l'Observatoire national de la fin de vie, dans les années 2010, a rajouté à la demande du malade, pour être raccord avec la Hollande et la Belgique, qui avaient mis ça dans leur définition. Moi, j'en avais rien à faire d'être raccord avec la Hollande et la Belgique. Parce que, qu'il le demande ou pas, l'acte qui tue l'autre, c'est l'acte qui tue l'autre. Peu importe le contexte, passif, actif, là on a des problèmes de vocabulaire avec les Suisses ou les Canadiens, mais c'est pas grave. Voilà la définition. On ne va donc pas confondre l'euthanasie, qui est l'intention de tuer l'autre, je vais y revenir, avec l'arrêt des traitements, le traitement morphinique, le suicide et le suicide assisté, et la sédation profonde et continue. On ne va pas confondre l'euthanasie avec l'arrêt des traitements.
L'arrêt des traitements, c'est la limitation à l'arrêt de traitement des traitements inutiles, c'est formidable, c'est l'interdiction d'obstination déraisonnable. Lynn Renault n'a évidemment pas compris ça. Quand Lynn Renault nous dit « je ne veux pas qu'on me prolonge », mais non, personne n'a envie de prolonger Lynn Renault, ni Lynn Renault, ni Augustin, ni Jacques, ni Pascal, ni Pierre, ni moi, parce qu'on prolonge la vie de son lave-vaisselle, mais pas d'un humain. Un humain ne doit pas être prolongé parce que c'est inéthique de prolonger la vie qui s'achève. Et c'est le sens philosophique profond de l'interdiction de l'acharnement thérapeutique. Ça n'a pas de sens de prolonger un humain qui arrive à la fin naturelle de sa vie. C'est tout bête. Donc, je rappelle, ça a été dit, il y a eu des petites confusions de langage depuis hier, mais je n'en veux pas à personne, les soins ne s'arrêtent jamais. Et les juristes font souvent cette erreur, ils parlent de l'arrêt des soins. Mais non, on n'arrête jamais les soins. C'est les traitements qu'on peut arrêter. J'ai fait des éditos là-dessus, très très punchy, qui sont très clairs. Le soin, c'est l'hygiène, le regard, soutenir le regard, respecter l'autre, l'accompagner. Ça ne s'arrête jamais. Ce sont les traitements qu'on arrête. Et là encore une autre confusion qu'on a déjà entendue hier, dès le début de ces journées, la confusion entre alimentation et nutrition. L'alimentation, c'est oral et ne s'arrête jamais. On n'empêche jamais quelqu'un de manger, même en fin de vie, sauf s'il se remplit les bronches. Ce sont les fausses routes massives en gériatrie, on empêche les gens de manger, mais sinon, on les laisse toujours manger. C'est la nutrition qui est artificielle et qu'on peut arrêter. Parce que la nutrition est un traitement qui devient de l'acharnement quand vous êtes en train de mourir. Je rappelle que ceux qui sont sous perfusion meurent aussi. Donc ça n'a aucun sens. Bon, ça c'est une confusion qu'on entend encore beaucoup. L'euthanasie, ce n'est pas le traitement morphinique. Pendant des années, je suis universitaire, j'enseigne ça depuis plus de 30 ans. J'ai vu des milliers de médecins en formation. Et beaucoup m'ont dit « Ah oui, j'ai euthanasié Madame Machin, je lui ai fait 5 mg de morphine. » Mais notre ami canadien nous a merveilleusement répondu hier « Je passe, donner de la morphine à un malade, c'est calmer sa douleur, ça n'a jamais été tuer quelqu'un. » Bien sûr, vous pouvez tuer quelqu'un avec la morphine en le surdosant à 100, 50, 200, 1000 fois la dose. Bien sûr. Vous pouvez tuer plein de gens avec plein de choses. Hein. Sola dosis facit venenum, disait Paracels. Seule la dose fait le poison. Et puis l'euthanasie, ce n'est pas le suicide où vous êtes tout seul, c'est la définition du suicide, vous vous suicidez seul. C'est un suicide. Suicide assisté, assistance au suicide, merci Aline pour tes détails, je ne reviens pas là-dessus. Et enfin, l'euthanasie, ce n'est pas la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui n'a pas été inventée par la loi de 2016. Toute ma vie, j'ai fait des sédations profondes à des malades qui le justifiaient. On n'est pas des bouchers. Quand vous avez un malade, bleu marine foncé, les yeux hors de la tête, qui est en train de mourir de détresse respiratoire, vous n'allez pas lui dire « Alors, ça va ?» Non, enfin, écoutez, soyons raisonnables. On a fait dormir ces malades-là depuis bien longtemps. Et je n'ai pas attendu Jean, qui est un type, Jean Leonetti, qui est un type absolument formidable et qui en a merveilleusement travaillé, pour faire dormir les malades qui le justifiaient. Ce n'est pas une institution de la sédation profonde, c'est une reconnaissance légale de ce qu'on a toujours fait en clinique quand on était compétent. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, certaines personnes ont des intentions malveillantes. Je vous demande de vous concentrer sur le 3e paragraphe d'un dernier communiqué de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. N'oublions pas que la loi de 2016, dont aucun pays au monde ne s'inspire quand il réfléchit à la question, alors ça c'est faux, hein, c'est un mensonge, hein. Beaucoup de pays nous envient la loi de 2016, consiste à mettre en œuvre une sédation profonde et continue jusqu'au décès, entre parenthèses, intentionnalité de donner la mort. La DMD fait semblant de ne rien comprendre. C'est un sophisme, pour le moins. Mais c'est un mensonge. Ils savent parfaitement que sédation profonde et continue, ce n'est pas donner la mort. Il est en train de mourir. Mon intention n'est pas de le tuer. Mon intention est de lui donner le calme puisqu'il est en train de mourir. C'est la définition de la sédation profonde, c'est les derniers jours. Donc l'intention n'est pas de tuer, c'est lui donner le calme alors qu'il est en train de mourir. Vous voyez, c'est énorme cette différence d'intention. Et la DMD continue les mensonges, après dénutrition et déshydratation, dans l'attente d'une insuffisance rénale sévère qui emportera le patient. Mais on se moque de nous. Alors, notre Conseil national de l'ordre, connu pour son courage politique, est resté silencieux après un tel communiqué. La DMD injurie le corps médical et notre ordre national ne dit rien, merci. C'est scandaleux de nous injurier de cette manière-là. On ferait exprès de mettre les malades dans l'assurance rénale pour les faire mourir? Non, mais vous plaisantez. Passons. Et on voit là
que la philosophie contemporaine, j'en parlais avec Aline hier soir, c'est un peu ça. Hein. Vous dites des choses scientifiques, vraies, incontestables, les textes, les faits, et on vous dit non, non, je ne suis pas d'accord. Ah, non, les faits sont complètement démentis par mon opinion. On en est là, un peu dans notre société contemporaine. Alors, mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs, chers collègues, la seule manière de vivre, c'est de vieillir. Et donc de mourir un jour, et c'est normal. Mince, certains d'entre vous n'y avaient pas pensé depuis hier. Nous allons tous y passer. Et quand on écoute les médias et les intellectuels actuellement, moi je suis très en colère, vous avez compris, hein, je suis un clinicien en colère, parce qu'on nous parle de l'inéluctable comme si c'était scandaleux. Ben, je suis un humain, je suis d'ailleurs condamné à une apoptose cellulaire, monsieur le docteur en neurosciences. J'ai bien compris que j'allais crever, que mes cellules allaient crever par manque d'oxygène un jour. C'est l'inéluctable, c'est normal, c'est pas scandaleux, je vais mourir un jour. Ceux qui n'ont pas compris ça, dépêchez-vous de retourner chez votre psychanalyste. Impasse thérapeutique, ben oui, c'est normal. Quand vous êtes en fin de vie, il n'y a pas de solution thérapeutique. C'est une impasse. 25e chimiothérapie qu'on nous a évoquée hier, il fallait s'arrêter avant, hein, bien sûr, sauf si le malade le demandait éventuellement, et encore ça se discute. Mais oui, ça s'appelle une impasse thérapeutique. Mais pour moi, ça ne me choque pas, l'impasse thérapeutique. Je me suis battu contre les cancérologues toute ma vie, qui me faisaient des lettres en parlant d'impasse thérapeutique. Ben oui, mon bichon, on ne peut pas guérir tout le monde. Quand il n'y a plus rien à faire, alors ça, les journalistes, ça leur met des plaques d'eczéma. Je rappelle que je suis président fondateur de l'Amicale mondiale pour la destruction des journalistes à la surface du globe. Hein. Je les aime, je travaille avec eux toute la journée, surtout en ce moment. Mais quand il n'y a plus rien à faire, ben c'est normal, mon bichon. Un jour, tu es en fin de vie, il n'y a plus rien à faire. Tu te détends. Fallait y penser avant. Tu es un humain. Ah. La loi ne répond pas à toutes les situations. Alors non, je vous en prie, la manipulation citoyenne. Le premier week-end, le premier orateur, c'était un euthanasieur belge. Ils ont osé, à une convention citoyenne sur la fin de vie, faire venir un euthanasieur belge comme premier orateur. Quelle honte! Manipulation citoyenne. Alors, la question qu'on vous a posée, j'ai été étonné que les profs de droit ne disent pas à Elisabeth Borne « Ne te ridiculise pas, ne pose pas une question aussi ridicule sur le plan du droit à une convention citoyenne. » Évidemment que la loi est générale, et évidemment que la loi ne répond pas à tous les cas particuliers. On était atterrés de cette question. Il y a eu quelques échos, mais pas assez à mon avis. Alors donc, la sédation, ce n'est pas la même intention que l'euthanasie. La sédation, c'est une technique de contrôle des symptômes insupportables qui existe depuis un demi-siècle en réanimation. Nous, les palliatologues, nous l'avons exporté de l'AREA, on l'a fait sortir de l'AREA pour les symptômes insupportables hors réanimation. Et donc la loi Leonetti l'a encadré, mais ça existait depuis bien longtemps. Notamment en créant la Société de soins palliatifs, il y a plus de 30 ans avec Michel Salamagne, on faisait des sommeils induits à Paul Brousse, on a publié ça, Burukoa soulève une bronca en 92 au deuxième congrès de soins palliatifs en France, en parlant pour la première fois du midazolam pour faire dormir un malade qui était dans un état de souffrance insupportable. C'est la bronca où on n'avait pas encore bien compris qu'il fallait évidemment sédater des malades très difficiles. Et nous avons fait la première enquête prospective sur ce sujet à Sainte-Péry. La sédation, c'est quoi? C'est en phase terminale, la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience dans le but de diminuer, de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation peuvent être proposés, mis en œuvre, mais que le malade n'est pas assez soulagé. On relit, c'est technique, hein, je suis médecin, je suis désolé. C'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance, pouvant aller jusqu'à la perte de conscience, mais pas forcément, dans le but de diminuer et de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles adaptés à cette situation, on peut être proposés, mis en œuvre, sans permettre d'obtenir le soulagement escompté par le patient ou par son entourage. De quoi parle-t-on? Au bénéfice du doute, vous êtes tous éveillés. Hier, en fin d'après-midi, il y avait quelques-uns qui... il était presque endormi. Si je fais une sédation proportionnée, je le fais dormir transitoirement pour passer un cap, pour calmer une complication. Et ça, c'est de la bonne médecine. Il n'y a pas besoin de procédure collégiale et de loi Leonetti. J'ai fait ça toute ma vie. Si la situation est extrême en fin de vie, phase terminale, agonie,
je le fais dormir jusqu'au décès. Eh bien, je viens de faire une enquête considérable auprès de 500 soignants en perspective nationale. 30% des soignants font des erreurs sur la définition de la sédation profonde. Des soignants qui travaillent en gériatrie, c'est en HAD et quelquefois en soins palliatifs. 30% des soignants ne connaissent pas les textes. C'est bien ennuyeux. Donc, les années historiques 2016-2020, la loi Claes-Leonetti et les deux publications majeures de la HAS, mars 2018, janvier 2020. Tout ça ne se fait pas tout seul. Et creusons bien ensemble que la sédation, c'est une thérapeutique, ça n'entraîne pas directement la mort, mais il y a un double effet évident quand vous mettez un malade dans le coma stade 2. Évidemment, vous n'allez pas le faire vivre plus longtemps, mais ce n'est pas vous qui le faites mourir, il est en train de mourir. Et l'euthanasie, c'est l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Donc, clairement, l'euthanasie, ce n'est pas du tout la même intention que la sédation profonde, contrairement aux nombreuses confusions que nous entendons encore tous les jours. Et pour vous donner une idée, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, notre Sainte Mère à tous, a publié en mars 2018 un génial petit tableau qui montre, et personne ne peut dire que encore la sédation c'est pareil que l'euthanasie, puisque c'est publié dans un texte officiel. Et que je suis expert judiciaire, accessoirement, quand j'ai du temps de libre, pour défendre des soignants, on s'appuie sur les recommandations de bonne pratique qui sont intégrées dans l'éthique de la loi, même si ce n'est pas dans le code pénal. Regardez toutes les différences entre euthanasie et sédation. L'intention de la sédation, c'est soulager un symptôme réfractaire. L'intention de l'euthanasie, c'est administrer la mort, demander ou pas. Le moyen, c'est on altère la vigilance de manière proportionnée ou profonde. L'euthanasie, c'est le décès. La procédure, c'est des doses sédatives adaptées qu'on arrête d'augmenter quand le malade est dans le coma, alors que dans l'euthanasie, c'est des doses létales. Autriche, 15 000 mg de pentobarbital pour le suicide assisté des malades. 15 000 mg de pentobarbital, à 100% de mortalité, c'est sûr. Procédure, sédation, c'est une mort naturelle. Euthanasie, c'est une mort immédiate. Je vais y revenir. Temporalité, c'est imprévisible. Quand vous êtes en sédation profonde, vous continuez à vivre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, personne ne sait. Quand vous lâcherez prise, vous mourrez. Alors que l'euthanasie, c'est un décès rapide, immédiat. La législation autorisée et légale. Ça, c'est le tableau de la HAS. Je rajoute un petit tableau personnel que j'ai publié dans mes cours cette année. L'heure, la sédation profonde, c'est en urgence, jamais sur rendez-vous. Il n'y a jamais de mise en scène dans une sédation profonde, puisque c'est une urgence pour un symptôme insupportable. C'est une erreur faite même dans des équipes de soins palliatifs. Un malade ne va pas bien. Oui, je voudrais une sédation profonde. Oui, vendredi, 9h. On est mardi matin. Non, mon bichon, c'est insupportable, c'est tout de suite. Vendredi, 9h, c'est-à-dire que ton projet de vie, c'est d'attendre ta cousine de faire encore... Ok, vendredi 9h, mais on arrête de parler de sédation profonde pour une urgence d'un symptôme réfractaire. Si tu veux vivre encore des trucs, c'est que tu es dans la vie jusqu'au bout. On en reparlera vendredi. Mais je ne prévois pas la sédation profonde après le passage de ta cousine. On verra après le passage de ta cousine. Alors que l'euthanasie, c'est une mise en scène, c'est une prévision, c'est sur rendez-vous. C'est pas du tout la même logique. La décision, c'est une procédure collégiale obligatoire pour une sédation profonde. L'euthanasie, en général, pas forcément. Et le minutage, en sédation profonde, vous allez vivre jusqu'à quelques jours. En euthanasie, si vous n'êtes pas mort en 10 minutes, c'est que vous êtes dans une équipe de bras cassés. Il vient d'avoir un scandale épouvantable. On attend les détails médicaux de cette dame qui a été soi-disant euthanasiée puis finalement étouffée avec un oreiller. Quelle horreur. Non, c'est une équipe de bras cassés. Euthanasie un malade à coup d'oreiller. Non, mais là, on est dans un mauvais film. Bon. Donc, on est dans une société où le droit progresse, mais il faut connaître les textes, il faut connaître les faits. Et les 4 maîtres mots de la sédation, et c'est ma dernière diapositive, l'intentionnalité. La sédation est un traitement, l'euthanasie, c'est tuer l'autre en quelques minutes. Je vous rappelle que pour définir une sédation, on utilise l'outil Sédapal, qui est officiellement obligatoire pour utiliser des sédatifs auprès d'un malade, qui détermine la durée, la proportionnalité et le consentement, DPC. C'est le fameux outil Sédapal publié par la SFAP et repris par la Haute Autorité de Santé. Au total, mesdames et messieurs, j'espère que vous ne sortirez pas de ce congrès avec cette tête-là, parce que j'espère que tous les orateurs depuis hier matin ont bien compris qu'on était dans la vie jusqu'au bout, qui a du sens, et c'est votre affaire, à chacun d'entre vous. Je vous remercie.